Comme son nom l'indique, Monsieur Mangas est un fan de manga. Dernier de la race des guerriers mangas, il parcourt le mangaverse à la recherche d'œuvres à critiquer. Ça faisait longtemps, Mangas. Ça, tu peux le dire, ça fait 1 an que je parcours le mangaverse de long en large, en travers, dans les 2 sens. Tout ça pour retrouver monsieur. Mais est-ce que le voyage t'a plu? S'il m'a plu, j'ai croisé tous les cassos du mangaverse, tout ça pour te retrouver. Je suis content. Tu vas enfin savoir pourquoi je t'ai amené ici. Non mais tu m'écoutes? Là, je t'ai retrouvé, je t'attrape et je te ramène à la police du mangaverse. Mangas, sais-tu où est-ce que nous sommes en ce moment? J'en ai aucune idée. Nous sommes dans un point important du mangaverse, une zone de concentration de pouvoir, un point névralgique dans le pouvoir des mangas. Fils de pute, tu m'as amené ici. Oui, exactement. Nous sommes là où se trouve le pouvoir de Naruto, qui est aussi un avant-poste important des Kikukiku. Et tu veux quoi? Ce pourquoi les guerriers mangas existent, faire une critique. Bah ça, tu peux le faire sans moi normalement, t'as les mêmes pouvoirs que moi vu que t'es mon clone. Je veux simplement voir qu'est-ce que donne une critique avec tes pouvoirs. Très bien, on va lancer cette critique. Naruto est un manga écrit et dessiné par Masashi Kishimoto de septembre 1999 à novembre 2014 dans le Weekly Shonen Jump de Shueisha. En France, c'est Kana qui édite le manga. Et je ne vais pas faire de résumé, parce que je pense que beaucoup de monde, voire quasiment tous les otaku de France, connaissent Naruto de près ou de loin. On parle quand même d'un manga de plus de 70 tomes, de plus de 700 épisodes, qui est l'un des mangas les plus vendus dans le monde et est le manga le plus vendu en France. Donc non, je ne vais pas faire de résumé, je vais plutôt vous raconter dans cette vidéo l'histoire de Naruto. Je vais revenir pas à pas dans tout Naruto, tous les arcs, vous donner un petit peu mon avis sur qu'est-ce que j'ai aimé à cette époque-là, comment ça a évolué, etc. Donc voilà, on va revenir doucement mais sûrement sur tout Naruto et on va commencer avec ses débuts. Et j'ai pas grand chose à redire. En seulement quelques chapitres, l'auteur a créé un univers de shinobi avec une part d'ombre bien cool. Le fait que Naruto soit victime de discrimination depuis sa naissance parce qu'il possède en lui une arme de destruction massive, des techniques ninja bien sanglantes, je parle par exemple kunai dans la colonne vertébrale ou dans la main, ou encore le visage de Kakashi qui était au début bien flippant, le tout contrebalancé par des moments plus ridicules comme la technique du Ecchi de Naruto, la technique ultime des 1000 ans de souffrance, ou encore le livre Le Paradis des Batifolages. T'as beau avoir un personnage qui en apparence semble effrayant comme Kakashi à ses débuts, quand il sort un livre avec marqué Le Paradis des Batifolages, d'un coup ça dédramatise tout. Et derrière il te sort un putain de genjutsu et tu te dis « Ah ouais, c'est quand même un strum ». J'ai beau être un grand fan de One Piece, il faut le reconnaître, Naruto, dès le début, a posé les bases d'un univers relativement cool et mature pour une série qui était plutôt destinée à des jeunes adolescents. Tout cela va se concrétiser avec le premier gros arc de la série, l'arc de Zabuza. On a eu quelques chapitres pour nous poser les bases de l'univers, de qui est Naruto, de qui va l'entourer, à savoir l'équipe 7. Et après avoir enchaîné quelques petites missions qui, pour notre héros, ne sont pas très intéressantes et qu'on a vues en plus hors champ, on nous explique le concept des villages ninja et des missions. Ce qui va entraîner la mission d'escorte de Tazuna au pays des vagues, pour finir la construction d'un pont, mais surtout l'affrontement contre Zabuza, Momoshi. Dans cette mission, on va enchaîner combats épiques et stratégiques, ainsi que des moments relativement violents.
Genre le tout début de la mission, ils ont à peine quitté le village, Kakashi se fait couper en deux par des ninjas. La page où ça se passe, elle est impressionnante. Et le petit combat Naruto-Sasuke contre Zabuza, où t'as Naruto qui prend l'apparence d'un shuriken pour être lancé par Sasuke, c'est du 10 sur 10. Et comme j'en parle, Zabuza, parlons de son histoire avec le village de Kiri, où les enfants s'entretuent pour devenir des ninjas. Ça aussi, c'est quelque chose qui montre que l'univers de Naruto, il est pas tout rose. Même Gato, le Yakuza, qui engage des criminels de guerre et autres assassins, tout ça pour terroriser toute une population. Et je parle aussi vite fait de l'histoire d'Inari, traumatisée par la mort de son père adoptif, qui n'arrive plus à avancer dans la vie et qui va y reprendre goût grâce à notre héros. Il y a aussi le cas de Haku, qui a vécu une vie relativement similaire à celle de Naruto, la solitude, tout ça, sauf que Naruto a eu la chance de rencontrer Iruka, là où Haku a côtoyé Zabuza. Et ce combat final sur le pont avec Sasuke qui révèle son Sharingan, puis on le retrouve quelques pages plus loin, couvert d'aiguilles comme un hérisson, pour enchaîner sur un Naruto qui éveille pour la première fois Kyuubi. L'arc Zabuza, c'est aussi l'arc du premier Raikiri. Je pourrais encore énumérer plein de choses sans avoir besoin de les expliquer pour vous dire à quel point l'arc de Zabuza, c'est un 20 sur 20. En plus de ça, avec cet arc, l'auteur approfondit un peu plus son univers. Il explique le concept des villages ninja, le concept des Kage, la géographie, la géopolitique de son univers, la hiérarchie dans le monde des ninjas, ainsi que le chakra et comment on l'utilise pour les techniques de ninjutsu. Avec El Famoso entraînement pour grimper sur un arbre sans les mains. Le second arc de Naruto est un arc plus conséquent. D'un, il dure plus d'une dizaine de tomes, et de deux, c'est plus ou moins un arc tournoi. Alors je dis plus ou moins car au début pas tellement et à la fin totalement. Cet arc de l'examen Chunin commence comme n'importe quel arc tournoi, avec une ribambelle de nouveaux personnages qui arrivent à Konoha. Gaara et son équipe de Suna, le trio oublié d'Oto, les deux autres trios de la même promotion que Naruto, donc celle de Shikamaru et celle de Kiba, ainsi qu'une autre équipe, une équipe de leur aîné, l'équipe de Neji. En quelques chapitres, l'auteur nous balance une quinzaine de personnages qui, si on le regarde bien, forment un petit peu le noyau dur de personnages récurrents de la série. Mais avant d'être le noyau dur, ils vont avoir leur importance dans cet arc. Qui, on le convient, ressemble aussi à une sorte de brevet des collèges. Je trouve ça fantastique, avoir un shonen neketsu qui prône le dépassement de soi et avoir un méga arc examen écrit sur une table avec les pions qui te surveillent et ça relève vraiment du pur génie. Surtout que l'examen est un moyen déguisé de collecter des informations avec des personnages qui vont s'espionner les uns les autres sans se faire gauler. Et surtout, la petite question / coup de pression d'Ibiki Morino à la fin, c'est génial. Après ça, on a le sous-arc de la forêt de la mort qui va introduire l'un des plus grands méchants de la série, Orochimaru, avec une introduction ultra flippante. Cette épreuve va être le théâtre de différents affrontements, déjà contre Orochimaru, mais aussi contre les ninjas du village d'Oto. Ça va permettre de mettre un peu plus en valeur d'autres ninjas qu'on avait jusque-là que entreaperçus. C'est aussi l'un des meilleurs passages de Sakura, qui, on va dire, jusque-là ne servait pas à grand chose. Son petit combat où je défends les garçons qui sont hors service contre Oto, c'était cool. Bon, c'est dommage que Rock Lee arrive en mode « Je viens sauver la demoiselle en détresse !» C'est aussi ce passage qui va renforcer l'aura autour d'un grand ennemi de l'arc, Gaara. Son duel contre les ninjas parapluie, ça montre direct la différence de level entre lui et les autres ninjas. Après ça, on arrive à la troisième et la quatrième épreuve, et ça y est, on est sur du tournoi. Et c'est, sans surprise, qu'on retrouve à l'arrivée tous les personnages qu'on nous a introduits au début de l'arc. C'est vrai que, pour la plupart, on nous a montré peu de choses, mais les combats de ces deux prochaines épreuves
vont permettre de les mettre un peu plus en avant. Parce que pendant la deuxième épreuve, on a eu le petit combat de Rock Lee, on a vite fait vu Shikamaru, Shoji et Ino affronter des gens, on a vu le potentiel de Gaara, et c'est tout. Genre, le reste de la bande de Rock Lee, de Gaara et l'équipe de Kiba, on sait rien d'eux. Après, je vais pas énumérer chaque combat, ça serait méga chiant, mais pour moi, cette troisième épreuve, plus que de réduire de moitié les concurrents, ça nous permet à nous, les lecteurs, de découvrir tout un tas de personnages qui ont chacun leur propre technique, parfois héréditaire. C'est aussi là que Kishimoto va commencer à avoir une forme de signature dans sa manière de faire des combats, si je puis dire. Il va commencer à mettre pas mal de flashbacks en plein milieu des combats, et à force d'en user, il va finir par nous fatiguer. Mais avant de devenir un outil scénaristique un peu chiant, c'est aussi un moyen simple d'approfondir les personnages ou leurs adversaires, de connaître leur motivation et de les confronter à notre héros. L'exemple le plus parlant, c'est Naruto contre Neji, qui en plus d'être un super combat, est aussi une grosse remise à sa place de Neji. Car Naruto va lui prouver que rien n'est gravé dans le marbre, et qu'on peut être maître de son destin. Il y a aussi le cas de Rock Lee et Gaara avec un Naruto qui s'identifie à Rock Lee. Tous les deux nuls à l'école, tous les deux pas issus d'une grande famille, tous les deux avec un équipier issu d'une grande lignée et super fort. Le mec, incapable de faire du ninjutsu, va prouver que malgré ça, il est un grand ninja. Allez, j'arrête. Maintenant, on passe à l'arc suivant. L'invasion de Konoha. Alors qu'on était en plein milieu du combat Sasuke-Gaara, l'examen et donc le tournoi est interrompu par l'invasion de Konoha par la coalition des villages de Suna et d'Oto. Avec cette attaque, on découvre encore un peu plus la violence du monde des shinobi. Par exemple, si le village d'Oto attaque Konoha, c'est parce qu'Orochimaru, ancien élève de l'actuel Hokage, a une haine profonde envers son maître. Et si Suna participe à cette attaque, c'est parce que Konoha récupère beaucoup de missions et donc du potentiel argent qu'ils peuvent gagner. Ça, et le fait qu'Orochimaru a pris la place de leur Kazekage. C'est aussi un arc qui va, là, vraiment montrer la réalité du monde des shinobi à nos personnages. Jusqu'à présent, il y avait des petites missions, ils devaient récupérer des chats. Allez, ils ont rencontré Zabuza, mais ils avaient encore Kakashi pour les aider. Là, c'est la guerre. Leur village subit une invasion. Il y a des morts à foison, et ils sont tout seuls pour cette mission. Là, ils n'ont pas droit à l'erreur. Je trouve que l'exemple le plus parlant, c'est quand Shikamaru tend une embuscade à une dizaine de ninjas d'Oto. Il sait que s'il se loupe, c'est fini pour lui. Maintenant, parlons des deux gros climax de cet arc. Tout d'abord, le combat entre le troisième Hokage et Orochimaru. Encore une fois, ça explose la rétine d'attaque spéciale entre l'invocation du roi des singes, l'Edo Tensei pour ramener les Hokage passés, la technique pour sceller les âmes et les bras d'Orochimaru, ça explose le level de la folie. Le combat Kakashi-Zabuza, c'était du haut niveau. Orochimaru versus Sarutobi, c'est le niveau Hokage. Et en parallèle de ça, on a Naruto et Gaara qui vont s'affronter dans un autre registre, d'un autre niveau. Des combats de kaiju. Pour ce combat, ce qui est en mon sens encore plus génial, c'est qu'on revient à ce que je disais plus tôt. Les combats et les flashbacks. C'est dans ce combat qu'on va découvrir le passé de Gaara, qui est un miroir à celui de Naruto. Mais encore une fois, là où Naruto a connu l'amour et Iruka, puis les membres de son équipe, puis d'autres membres du village, Gaara a toujours été seul. Et on comprend que Gaara aurait pu être un Naruto et inversement, s'il n'avait pas connu Iruka et tout le reste du village. Et c'est pour ça que Naruto gagne. Naruto a des gens qu'il chérit, des gens qu'il veut protéger. Il a gagné car il avait une volonté de gagner, parce qu'il savait que sa défaite aurait des graves conséquences. Là où Gaara est vide à l'intérieur. Et c'est après ce combat que Gaara
va découvrir le sentiment qui est gravé sur son front. Le sentiment de l'amour. Et qu'il va tout doucement commencer à changer. Après l'invasion de Konoha, on a le droit à un petit arc un peu plus court qui va amener 2 intrigues. Mais tout d'abord, j'ai envie de commencer par le commencement de cet arc, le deuil. Dans le précédent arc, on nous a montré la réalité de la guerre, et donc on commence avec les conséquences. On pleure nos morts. J'avoue que ce chapitre a une petite ambiance bien triste. En relisant ce chapitre pour la vidéo, ça m'a marqué à quel point c'est un chapitre où tu vois tous les personnages en tenue de deuil pour pleurer la mort du 3e Hokage, ainsi que toutes les victimes de la guerre. Et c'est vraiment un passage pesant. Masashi Kishimoto, à ce niveau-là, il a super bien joué. Et juste après ça, on a l'arrivée de 2 personnages qui sont annonciateurs d'antagonistes pour la suite de l'aventure, avec l'arrivée d'Itachi et de Kisame de l'Akatsuki. Je tiens à souligner que pour l'introduction d'Itachi, l'auteur a fait très fort. Première case où on le voit, on ne voit que ses yeux. Et donc, forcément, on ne voit que le Sharingan. Et donc, forcément, on pense au clan Uchiwa. Quelques pages plus loin, on a Orochimaru, qui était la grosse penasse de la série jusqu'à présent, qui parle de l'Akatsuki et du fait qu'il ait rencontré un Uchiwa encore plus fort que lui. Donc forcément, on sait qu'il parle de ce personnage-là. Je trouve ça vraiment trop fort de laisser aux spectateurs de se faire des connexions logiques entre Uchiwa, Sharingan et ce personnage pour nous dire, les gars, Orochimaru était aussi fort que le Hokage. Le mec qui arrive, il est encore plus fort. Et quelques pages plus loin, Itachi a explosé le game. Entre le Genjutsu qui nique tout le monde, le Sameada de Kisame qui découpe tout le monde. Enfin non, il découpe pas tout le monde, il arrache tout le monde. C'était trop fort. On apprend alors leur véritable dessein. Récupérer le démon renard à 9 queues, qui est en Naruto, qui lui est parti avec Jiraiya pour trouver le potentiel 5e Hokage, Tsunade. Ce voyage est pour notre petit héros un moyen de s'entraîner en apprenant une nouvelle technique, celle qui va devenir son attaque signature pour le reste de l'œuvre, l'orbe tourbillonnante, le Rasengan. L'entraînement qu'il subit en 3 étapes est super cool. Tout d'abord, exploser un ballon rempli d'eau, puis une balle en caoutchouc, beaucoup plus résistante, et ensuite combiner les deux dans un simple ballon. Le tout sous la supervision de son mentor, Jiraiya. Introduit depuis pas mal de tomes, j'ai pas vraiment eu le temps d'en parler, mais j'en profite maintenant. Pendant plus d'une dizaine de tomes, on nous avait montré Kakashi comme le maître de Naruto et de l'équipe 7. Mais c'est vraiment à partir du tome 11 que Jiraiya prend le relais, avec un caractère qui est plus en adéquation avec notre héros et qui va, avec le temps, avoir plus une figure de mentor slash figure paternelle pour Naruto. Retournons maintenant à l'intrigue avec Tsunade. Et quand elle arrive, on découvre une énorme faiblesse dans l'écriture du manga Naruto. Alors, jusqu'à présent, c'était pas forcément visible, mais avec Tsunade, on se rend compte que les personnages féminins ne sont pas développés. On est déjà à une quinzaine de tomes, et on a eu plusieurs personnages féminins. Sakura, Ino, Hinata, Temari, Tenten, Anko, Kuronai. Combien ont été intéressantes? Mais genre, vraiment. Sakura a eu un micro moment de gloire dans la forêt de la mort. Ino, c'est la copie conforme de Sakura en mode blondasse. Et en plus, qui rajoute un triangle amoureux avec Sasuke qui sert absolument à rien. Tenten et Hinata, c'est des punching balls. Temari a eu un moment badass, mais après, on s'en fout un peu. Kuronai, c'est pareil. Et Anko, c'était intéressant, sa petite relation avec Orochimaru, mais on n'en parle plus du tout. Quand Tsunade arrive, on nous la présente comme une ninja légendaire, aux côtés de Jiraiya et d'Orochimaru. Donc, on sait déjà qu'elle a du level et de la bouteille. On nous rajoute un petit défaut au personnage avec son addiction au jeu d'argent,
et on saupoudre ça d'un petit traumatisme qui fait qu'elle a peur du sang. Et voilà, en seulement quelques pages, on a déjà un personnage bien plus intéressant que tout le roster de personnages féminins que j'ai énuméré juste avant. L'auteur est même un véritable génie. Il rajoute un petit flashback pour compléter le tout et rendre le personnage encore plus consistant. Même au niveau de la baston, elle n'a rien à envier à ses deux compères. Elle a une force herculéenne, et quand il y a un combat entre les 3 ninjas légendaires, elle n'est pas à l'arrière, non, elle se bat contre eux. Elle est l'égale d'eux. Hein, Sakura? En plus, à côté de ça, tu as un Naruto qui est là pour lui redonner confiance à la vie, et lui faire surmonter son traumatisme et sa peur du sang. Non, franchement, Tsunade, en quelques tomes, elle est géniale. On arrive maintenant au dernier arc de la première partie de Naruto, l'arc de la fuite de Sasuke, qui est un tout petit peu la conséquence du précédent. L'arrivée d'Itachi a réveillé en Sasuke son désir de devenir plus fort et de se venger. Et le fait que Naruto ait appris le Rasengan l'a rendu beaucoup plus fort, ce qui crée en Sasuke un sentiment d'infériorité, en voyant que le plus nul de son équipe commence à devenir aussi fort que lui. Désormais, les rivaux sont à égalité. Et j'emploie bien le mot rival, car pour moi, à ce moment-là du manga, Naruto avait pour objectif d'être l'égal de Sasuke. Et même pour Sasuke, il avait envie de l'affronter, ce qui fait qu'il y avait une certaine forme de rivalité. Et si c'en est pas une, je me demande bien qu'est-ce que c'est. Et je dis bien à ce moment-là du manga parce que, on le verra plus tard dans la critique, leur rivalité va commencer à ne plus en être une. Cet arc, c'est aussi le moment où Sasuke est passé de « je suis le beau gosse ténébreux, je suis le rival de Naruto, je suis le personnage cool » à « putain mec, arrête avec ta méga crise d'ado ». Les personnages sont encore au collège, ils sont à peine âgés de 13 ans, mais Sasuke, à ce moment de l'histoire, il est ultra insupportable, c'est une putain de tête à claque. Après ça, va s'en suivre sa désertion de Konoha avec l'un des passages où Sakura est passé de « je ne sers à rien » à « je suis une méga serpillière qui ne sert à rien ». À ce moment-là, quand Sakura essaye de retenir Sasuke, c'est même pas qu'elle a pas de race, c'est qu'elle a même plus d'estime d'elle-même. Après ça, on a la petite traque avec l'équipe de Shikamaru qui va affronter le quartet d'Oto. Et je fais un petit aparté sur la composition de l'équipe. Je me suis toujours demandé comment l'auteur avait décidé de cette équipe. Déjà, elle est composée que de mecs. C'est donc une équipe de machos. C'est les mecs de la cité qui vont affronter d'autres mecs d'une autre cité. Donc forcément, on veut pas de gonzesses. De toute façon, à Konoha, les filles, elles servent à rien. C'est soit des punching balls, soit des filles amoureuses qui servent à rien. Maintenant, il ne reste que les mecs qui ont participé à l'examen Chunin. On retire Rock Lee qui est blessé. Voilà les candidats potentiels. Eh bien, ils ont tous été retenus, sauf Shino. Alors, c'est expliqué qu'il est en mission avec son père. Mais en vrai, il aurait été intéressant dans l'équipe. Surtout quand on voit l'un des membres du quartet, Kidomaru, qui est une araignée, le voir affronter le maître des insectes, ça aurait été intéressant. Et en relisant le manga, je suis tombé sur le chapitre 199, avec une double page sur le 4e grand concours de popularité des personnages. Sans surprise, on avait Naruto en premier, Shikamaru en 4e, Neji en 6e, un peu plus bas dans le classement, on avait Kiba en 17e, Shoji en 21e, et enfin Shino en 25e. Je ne sais pas à quel moment les votes ont été faits, si c'est avant ou après la composition de l'équipe. Mais c'est tout de même troublant que le dernier du classement, pour les aspirants ninja, soit le seul exclu. Coïncidence? Et c'est là où, peut-être, Kishimoto a commencé à faire des erreurs. Car, si, comme je le pense, il a voulu faire plaisir aux fans en fonction du classement, eh bien ça commence à expliquer le pourquoi du comment de la suite.
Il y a une autre chose qui commence à ressortir de la narration de l'auteur, c'est son abus du flashback. J'ai trouvé le combat entre Neji face à Kidomaru particulièrement insupportable, avec énormément de flashbacks, de cases du même flashback qui reviennent d'une page à l'autre. Autant en manga, quand on voit les contours noirs, on peut se dire ok, je vais zapper le flashback, il sert à rien. Autant pour ceux qui regardent l'animé, à part faire avance rapide, ils sont obligés de subir à chaque fois le flashback. Après, je ne boude pas mon plaisir. Cet arc-là, c'est combat épique sur combat épique. Le combat entre Shoji face à Jirobo, avec Shoji qui bouffe 3 pilules et qui devient énorme. Neji face à Kidomaru, épique. Alors, si on retire les flashbacks, et les autres combats sont tout aussi top. On atteint l'apothéose à l'arrivée des 3 ninjas de Suna en renfort. Quand j'ai relu le passage, je savais qu'ils allaient arriver. Et quand j'ai vu la page où ils interviennent dans les voies de dos, j'avais tous les poils du dos qui se sont hérissés. Voir les ennemis d'hier devenus nos amis, ça fait toujours plaisir. Et on finit l'arc par l'apothéose, le flashback du massacre du clan des Uchiwa. Vous ne l'avez pas vu venir, non. Avant de finir la première partie de Naruto avec le combat entre les deux frères ennemis que sont Naruto et Sasuke. L'auteur nous fait un flashback sur l'histoire du clan Uchiwa, jusque-là évoqué, mais jamais réellement montré. On découvre ainsi la jeunesse de Sasuke, sa vie heureuse en famille, dans le clan des Uchiwa, et comment, en une seule soirée, tout a disparu. Il ne perd pas simplement toute sa famille, mais tout son clan. Il se retrouve alors comme Naruto, tout seul. Et c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a une réelle rupture entre les deux ninjas. D'un côté, Sasuke, qui a connu sa famille et qui l'a perdue, de l'autre Naruto qui n'a jamais eu de famille et qui va s'en construire une avec les membres du village. Va s'en suivre un combat épique entre Naruto et Sasuke devant une cascade qui, bien des chapitres plus tard, aura encore plus de signification. Ce combat, c'est une véritable masterclass. Ça dépote d'attaques spéciales, de transformations, d'attaques ultimes. Que ce soit en manga ou en animé, ce combat explose la rétine. Une bien belle manière de terminer la première partie de Naruto. Maintenant, on arrive à la seconde partie de Naruto, qu'on appelle aussi, grâce à l'animé, la partie Naruto Shippuden. Pour commencer, je vais grouper les premiers arcs de cette partie, parce que j'ai pas tant de choses que ça à dire sur les différents arcs de ce début de partie. Et surtout, il y a des choses qui vont faire des va-et-vient entre les premiers arcs de la partie Naruto Shippuden, alors autant tout regrouper d'un coup. Tout d'abord, cette deuxième partie de Naruto, c'est la partie où l'Akatsuki apparaît, ou en tout cas, elle devient bien plus importante dans l'univers de Naruto que dans la première partie. Et donc, on va enchaîner plusieurs arcs où les duos de l'Akatsuki vont apparaître et vont affronter notre héros avec des combats qui sont incroyables et audacieux avec des ennemis qu'on peut qualifier de mythiques. Sasori, l'homme aux marionnettes, Deidara et ses bombes, les deux immortels que sont Hidan et Kakuzu. Y a pas à chier, les 15-20 premiers tomes de la deuxième partie de Naruto, en termes d'action pure, de combat, c'est un total sans faute. Mais il n'y a pas que ça. Au niveau des thématiques, l'auteur s'en sort toujours. Par exemple, le premier arc, l'enlèvement de Gaara, avec sa conclusion où le village de Suna a accepté Gaara, avec cette magnifique double page où Gaara est entouré de tous les villageois de Suna. Le jeune Kazekage vit maintenant ce qu'a vécu Naruto, à savoir être entouré de gens qu'il aime. C'est fabuleux et c'est une parfaite conclusion pour Gaara qu'on ne reverra quasiment plus, ou en tout cas qu'on ne reverra pas avant une trentaine de tomes. Je vais même dire un truc, Sakura est même intéressante dans cette partie de Naruto. Certes, elle fait très copie Eco Plus de Tsunade, et en même temps, elle a été entraînée par cette dernière, donc c'est normal qu'on retrouve un peu de son maître en elle.
mais je trouve que parmi les 3 personnages principaux qui formaient l'équipe 7, que sont Naruto, Sasuke et Sakura, c'est elle qui a le plus repris du tempérament de son maître. Mais ne boudons pas notre plaisir, elle est tout de même bien plus intéressante dans cette partie de Naruto, entre ses techniques de soins et ses techniques de combat qui la rendent ultra badass, comme sa sensei. Il y a même quelques petits passages où tu as l'impression qu'elle commence à tomber un tout petit peu amoureuse de Naruto. Et avec Hinata qui avait des sentiments pour Naruto, ça commençait à former une sorte de petit triangle amoureux. Puis, il y a eu le deuxième arc de cette partie, avec l'arrivée de Sai dans l'équipe 7. Tout ça pour retrouver Sasuke, et c'est pile à ce moment-là que Sakura est redevenue inutile. Ne cherchez pas à la défendre, à partir du moment où Sakura revoit de ses yeux ce petit émo de Sasuke, elle redevient automatiquement inutile. Elle ne se bat plus et va commencer à chouiner pour tout et n'importe quoi. On change totalement de sujet. Il y a une petite chose que j'aime avec cette deuxième partie de Naruto. C'est à quel point les différentes équipes de Konoha sont plus ou moins mises en avant. Par exemple, pour le premier arc, avec Sasori et Deidara, l'équipe de Neji, Rock Lee et Tenten accompagne nos héros. Même si, bon, ok, ils font pas grand chose, ils affrontent une copie de Itachi et de Kisame pour briser un sceau, mais ils sont quand même là. Dans le troisième arc avec Hidan et Kakuzu, on a un gros passage sur l'équipe 10 composée de Shikamaru, Shoji et Ino, avec un passage ultra poignant sur la mort de Asuma, qui, on ne va pas le cacher, en relisant le passage, j'étais impressionné à quel point sa mort m'a touché, alors que, jusqu'à présent, Asuma, leur maître, c'était un personnage pas ultra important et ultra présent dans l'œuvre. Tout ce qu'on a vu de lui, c'est qu'il a aidé Shikamaru pendant l'invasion de Konoha. Il s'est fait boxer par Kisame et il a donné un petit coup de main à Naruto pour son entraînement au chakra. Ah, oui, j'ai oublié, il avait des armes ultra cool. Pourtant, le passage où il est sur la tombe du 3e Hokage, tout le mystère autour de Kuronai et le flashback de ses élèves pendant qu'il rend son dernier souffle, ça fonctionne du feu de Dieu sur moi. Quand Naruto essaie de retrouver une nouvelle fois Sasuke, il est accompagné de l'équipe Kiba, Shino et Hinata. Une autre chose importante avec cette partie de Naruto, c'est son gros entraînement pendant l'arc de Hidan et Kakuzu, où notre héros va peaufiner son Rasengan pour en faire le Rasengan Shuriken. En soi, les passages d'entraînement sont toujours aussi sympathiques avec Naruto, qui va se multiplier pour accélérer le processus d'entraînement. Voilà, l'entraînement en soi, je n'ai pas de soucis. Par contre, c'est ce qui est dit pendant l'entraînement qui me choque un tout petit peu. On nous explique tout le principe des différents éléments du ninjutsu, le Raiton, le Katon, le Futon, etc., etc. Qu'en fonction des éléments, ils sont plus ou moins forts en face d'un autre. 30 tomes pour nous expliquer un truc qui a l'air hyper important dans les affrontements entre ninjas. 30 putains de volumes pour qu'on nous explique le principe des starters dans Pokémon. Autant il y a des choses que je peux comprendre, on met du temps à l'expliquer. Comme le fait que pour être un ninja de rang supérieur, il faut pouvoir switcher d'un élément à l'autre. Qu'il faut réussir à malaxer son chakra d'une certaine manière pour maîtriser un élément, qu'il y a certaines familles ninja qui peuvent maîtriser 2 éléments en même temps pour faire des techniques ultimes comme le Mokuton, mais qu'en même temps, les échelles de puissance des éléments, 30 tomes pour qu'on nous l'explique. Quand même! Et comme je parle des choses que je n'ai pas aimées dans les premiers arcs de cette partie, je vais parler de ce qui est pour moi le gros point noir de ce début de deuxième partie, c'est Sasuke et son début d'omniprésence. Car je le rappelle, après la défaite de Sasori et Deidara, on va avoir la mission de secours de Sasuke, en tout cas la première mission. Et après l'arc de Hidan et Kakuzu, on va avoir facile 3 tomes entiers consacrés à Sasuke,
qui compose son équipe, qui veut retrouver Itachi, qui va affronter et tuer Deidara au passage avant d'affronter son grand frère. Ça me fait trop rire de voir Sasuke, un personnage qui se veut ténébreux, sûr de lui, un petit peu loup solitaire, s'entourer de 3 branquignoles qui vont pas l'aider plus que ça dans sa quête de vengeance. Ok, il y en a une qui sert de soigneuse, mais les 2 autres, ils servent clairement à pas grand chose. Et là, ça m'amène à parler de quelque chose que j'ai évoqué au début de l'arc de la fuite de Sasuke, à savoir la non-présence de Shino. Eh bien, quand on regarde les sondages de popularité, qui étaient très souvent 2e derrière Naruto, eh bien, quand on regarde les sondages de popularité qui sont apparus après cet arc, le personnage qui était numéro 1 devant donc Naruto, c'était Sasuke. Et je pense que l'auteur, à ce moment-là, a voulu faire plaisir aux fans qui adorent Sasuke, et a donc essayé de le mettre un peu plus en avant, alors qu'il n'y avait pas de raison. Sasuke, son but c'est de tuer son frère. Alors le voir vagabonder, tuer des membres de l'Akatsuki et se composer une équipe, et aussi aller voir une vieille femme chat pour avoir de l'armement, j'ai l'impression qu'il essaie de retarder le plus possible son objectif final. L'arc de Pain. Pour cette partie, encore une fois, j'ai mixé plusieurs arcs. Parce qu'il y a l'arc de l'invasion de Pain, mais il y a aussi d'autres choses avant ça, et j'ai voulu mixer le tout en un seul gros arc autour de Pain, qui commence avec Jiraiya, qui arrive dans le village de la pluie, et en parallèle de ça, on a un gros événement dans la série, à savoir le combat entre Sasuke et Itachi, qui commence. Donc je vais parler de tout ça maintenant. Et procédons comme jusqu'à présent, morceau par morceau. Tout d'abord avec Jiraiya, qui va être le premier personnage de la série à se confronter au leader de l'Akatsuki, Pain. Je ne vais pas me répéter, le combat est super cool, il y a de l'action, des nouvelles techniques, des rebondissements, c'est génial. Et la mort de Jiraiya m'a fait chialer. Comprenez-moi bien. Jiraiya est un personnage qui est apparu dans le tome 10-11. Il a entraîné Naruto à faire une invocation de grenouille. Puis il a plus fait grand chose jusqu'au moment où il devait retrouver Tsunade. Là, il lui a appris le Rasengan. Après ça, on ne voit quasiment plus le personnage. Il fait juste un cameo de temps en temps pour dire une connerie et c'est tout. On sait qu'il a partagé des grands moments avec Naruto pendant les 3 ans de l'ellipse. Mais on voit très peu de ces moments-là. Pourtant, quand Jiraiya meurt, je sais au fond de moi que Naruto a perdu quelqu'un de cher. Et sa mort fonctionne du feu de Dieu, comme la mort de Asuma a fonctionné pour le deuil de Shikamaru et de ses coéquipiers. On arrive ensuite au 2e gros combat de cette saga, Sasuke contre Itachi. Et là, rebelote, le combat est incroyable. Les 2 frères s'envoient des techniques de gros bourrins. Entre le Kirin ou la girafe en français, le Susanoo, l'Amaterasu, ça défouraille. Il se passe alors un truc bizarre avec Itachi. Depuis le temps qu'il est dans la série en tant qu'antagoniste pour Naruto et de Némésis pour Sasuke, eh bien, croyez-le ou non, mais moi, quand il est mort, ça m'a fait ni chaud, ni froid. Alors qu'on parle d'un duel fratricide, ça devrait être émotionnellement impactant. Après ça, va s'en suivre les pires moments pour le personnage de Sasuke, qui va se faire laver le cerveau par Tobi, en lui disant que, en fait, ton frère était manipulé par les dirigeants de Konoha, et donc c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. Quand je vois ce passage, il y a toujours un truc qui me foudroie, c'est qu'à peine Sasuke voit Tobi que l'Amaterasu se déclenche, et que ce dernier lui dit « C'est sûrement ton frère qui a fait ça pour te protéger qu'on ne se rencontre pas ». À aucun moment, Sasuke se dit « Attends, si mon frère voulait pas qu'on se rencontre, il y a peut-être une bonne raison ». Mais non, il le croit comme un bon toutou, ça fait le dur, mais en vrai, c'est un putain de gros fragile. Passons. Après ça, on a Naruto qui va faire le deuil de Jiraiya. Et à peine a-t-il séché ses larmes qu'il part s'entraîner pour maîtriser le mode ermite. Et on débouche à la fin de cette saga
avec l'assaut de Pain sur le village de Konoha. Toute l'invasion de Pain est géniale, on sent que l'action monte à chaque fois d'un cran jusqu'à arriver à l'apothéose avec l'arrivée de Naruto qui va affronter Pain, ou en tout cas les 6 Pain, puis rencontrer le véritable Pain avec l'un des passages qui a marqué tous les fans de Naruto et qui sont tous unanimes pour dire que c'est à ce moment-là que Naruto était au prime. Et que c'est vraiment après Pain que ça s'est tout doucement cassé la gueule. Pain qui était un adversaire qui avait une vision et un vécu qui faisait écho à Naruto. Celui-ci arrivait toujours à faire entendre raison à ses adversaires. Mais là, qu'est-ce qu'il pouvait dire à quelqu'un qui a tout perdu à cause de son village? Qu'est-ce qu'il pouvait dire à quelqu'un pour qu'il arrête sa vengeance? Alors qu'il n'a jamais trouvé les mots pour arrêter Sasuke. Le combat, le personnage, les thématiques, bref, Pain est génial. La confrontation physique et idéologique contre Naruto est géniale. Il n'y a rien à dire, l'arc de Pain était génial du début à la fin. Et c'est après cet arc que les choses commencent à se gâter pour le manga. Le sommet des Kage. Suite aux événements de l'attaque de Pain et d'autres choses comme le fait que le démon à 8 queues a été capturé, les 5 Kage, les big boss des différents villages ninja, se rassemblent pour un sommet de l'ONU, dans un pays qui fait office de Suisse, le pays du fer, terre des samouraïs, avec à l'origine de ce sommet le cas Sasuke, qui va se terminer en cas il faut niquer l'Akatsuki. J'aime beaucoup trop cet arc et en même temps, il y a plein de choses à dire que j'aime pas. Déjà, la réunion des Kage, je trouve ça génial. Ça parle un petit peu de politique, même si j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur les différents ninjas et les relations qu'ils ont les uns avec les autres. Parce que tout ce qu'on sait de la géopolitique, c'est du point de vue de Konoha. On sait qu'avec Suna, ils sont plutôt potes. On sait grâce au flashback de Neji qu'il y a un passif avec Kumo. Et on sait aussi à travers le Gaiden de Kakashi qu'il y a eu une guerre entre Konoha et Iwa. Et c'est tout. Le village de Kiri et Konoha, on sait pas trop les relations qu'ils ont. Et les autres villages entre eux, pareil. J'aurais trop aimé qu'on nous dise que par exemple entre Iwa et Kumo, il y a une guerre froide depuis X temps suite à une grande guerre, que entre Kiri et Suna c'est la haine depuis X temps pour X raisons. Voilà, globalement pour cette partie, la réunion des Kage, je trouve ça cool. Et à côté, je trouve que ça aurait été bien d'explorer un peu plus les relations et la géopolitique dans le monde de Naruto. Et maintenant que j'ai dit ça, on va parler du pire dans cet arc. Déjà, Toby vient encore foutre le bordel en disant à Naruto que lui et Sasuke sont destinés à s'affronter, qu'ils sont rivaux. Alors que non, ils ne sont plus rivaux. Autant dans la première partie de la série, je suis d'accord sur le fait que Naruto et Sasuke soient rivaux, parce que Naruto voulait prouver sa valeur au village, et quoi de mieux que prouver sa valeur que de battre le meilleur ninja de sa génération, aka Sasuke. Et Sasuke, lui aussi, voyait en Naruto un adversaire de valeur. Il l'a poussé à se surpasser pendant l'entraînement de l'arc de Zabuza, et il voulait affronter Naruto à l'examen Chunin. Si vous vous rappelez de ma vidéo sur Slam Dunk, c'est la relation Sakuragi-Rokawa, avec le nul qui veut battre le numéro 1 et le numéro 1 qui ne veut pas se laisser rattraper. Mais à partir du moment où Sasuke a quitté le village, il n'y avait plus de rivalité. Mais à ça, on peut me dire, mais alors, pourquoi il voulait retrouver Sasuke? Eh bien c'est simple, Naruto en a fait la promesse à Sakura. S'il veut le retrouver, c'est pour cette raison. Et aussi parce que, accessoirement, Sasuke, c'est son meilleur ami. Mais à aucun moment, il y a une question de rivalité à partir de la deuxième partie de Naruto, à savoir Naruto Shippuden. Alors quand 20 tomes plus tard, l'auteur amène un personnage pour m'annoncer qu'ils sont rivaux, j'ai envie de lui dire en quoi ils sont rivaux. Parce qu'ils ont absolument aucun but en commun. Et Sasuke veut détruire Konoha.
Au mieux, ils sont ennemis, adversaires, mais absolument pas rivaux. Et tu rajoutes à ça Sakura qui débarque, qui vient dire à Naruto « Je t'aime ». Pauvre connasse. Déjà que depuis qu'elle a revu Sasuke, elle ne sert à rien, là, elle est devenue une moins que rien. Surtout que, je le redis, il y aurait pu avoir un triangle amoureux entre Naruto, Sakura et Hinata, mais Hinata a déclaré sa flamme la première, pendant l'arc de Pain. Pour moi, à partir de cet instant, quand Hinata s'est déclarée à Naruto, le match était plié. Elle avait gagné par KO technique. Et là, t'as Sakura qui débarque, la fleur au fusil, 5 tomes plus tard, pour elle aussi faire sa jeune Kunoichi en chaleur. Mais dégage! Vraiment, dégage! Sakura, là, elle veut juste jouer les prolongations pour rien. Même son petit délire de « c'est moi qui vais tuer Sasuke », il est tué dans l'œuf. Par contre, on va être d'accord, si elle avait ne serait-ce que réussi à blesser grièvement Sasuke, elle serait remontée dans mon estime. Dommage, c'est même pas le cas. La 4e grande guerre ninja. Il n'y a pas à dire, sur le papier, l'arc de la 4e grande guerre ninja vend du rêve. On parle d'un arc qui s'annonce comme l'arc ultime, la grosse bataille apocalyptique qui va redéfinir le monde de Naruto. C'est un petit peu l'équivalent de la Seconde Guerre mondiale pour nous et ce que ça a entraîné après sur le monde géopolitique. Ici, on a les 5 grands villages ninja, plus les samouraïs, qui ont conclu une alliance contre les derniers membres de l'Akatsuki, qui a une armée de Zetsu, ainsi que Kabuto, qui ramène moult ninjas de légende avec l'Edo Tensei. C'est du pur fanservice. De revoir tous les membres décédés de l'Akatsuki qui ont été tués pendant les 20-30 derniers tomes, Zabuza et Aku, la vieille Shio, Azuma. Mais voilà, c'est du fanservice, qui est une épée à double tranchant. Je m'explique. Dans l'univers de Naruto, revoir les personnages que j'ai cités juste avant, c'est logique. On parle de grands ninjas illustres. Zabuza, c'est l'un des 7 spadassins légendaires du village de Kiri. Les membres de l'Akatsuki sont hyper forts. Mais, pour moi, lecteur, il y a quelque chose qui ne marche pas. La menace. Zabuza est très fort, mais c'est un ennemi qui a été vaincu il y a plus de 50 tomes. Certes, Kakashi en a chié, mais le Kakashi d'il y a 3 ans. Aujourd'hui, Kakashi, il est beaucoup plus fort. Pareil pour Naruto. Alors, voir Kakashi galérer un petit peu contre le Zabuza qu'il a vaincu il y a 3 ans, je trouve ça moyen. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je suis quand même très content de revoir Zabuza. C'est un ennemi que j'aime beaucoup, ça faisait quasiment 15 ans qu'on l'avait pas vu parce qu'il était mort depuis le tome 5-6. Mais quand il est revenu, à aucun moment pour moi, il était vu comme une menace, ça serait juste un ennemi parmi tant d'autres. C'est un petit peu comme si dans Dragon Ball, on avait Freezer qui revenait 30 tomes plus tard. Oui, je sais, ils l'ont fait, mais Toriyama et Toyotaro ont été logiques. Freezer n'est pas revenu pour se taper dessus. Il savait très bien qu'il était moins fort que Goku, il est donc parti s'entraîner quelque temps pour revenir plus fort. Ici, Zabuza est invoqué et part direct au charbon. Et donc, pour moi, simple lecteur, je suis, comme je l'ai dit, content de voir Zabuza, mais je sais très bien qu'il ne va pas durer plus de 3 pages face à Naruto qui a vaincu Pain. À côté de ça, il y a des bonnes choses aussi, comme le retour d'Azuma, qui vient encore développer l'équipe 10. Et puis, on découvre aussi plein de personnages qui appartiennent au lore de l'univers de Naruto, comme les fameux 7 spadassins de Kiri, qui sont au final juste là pour être là. Ils apparaissent un chapitre et puis basta, on passe à autre chose. Comme les 2 jumeaux d'or et d'argent, ou encore les Kage ultra cheatés du passé. Voilà, c'est ça l'arc de la Grande Guerre. Sur le papier, tout était là pour faire un arc de fou. Et finalement, plein de bonnes idées, très vite gâchées. Et on arrive finalement à l'arrivée de Madara. Avec lui, c'est un enchaînement d'attaques spéciales
d'affrontements sans réelle logique, c'est full baston. Naruto et Gaara versus les anciens Kage. Naruto et Kakashi et Gai contre Tobi. Sasuke et Itachi contre Kabuto. Madara contre les Kage. On passe de combat à combat sans jamais souffler, ça devient limite épuisant. L'arc de Jubi. Alors, on arrive dans un nouvel arc, mais pour moi, on est toujours plus ou moins dans la grande saga de la Grande Guerre, que je préfère découper étape par étape. Après qu'une bonne partie des combats que j'ai cités juste avant se soit terminée, il en reste deux gros, pas encore conclus, qui vont se rejoindre pour former l'arc de Jubi. On a d'un côté le combat Naruto-Kakashi-Gai contre Tobi, et de l'autre Madara qui a vaincu les 5 Kage qui va rejoindre Tobi. Et là, encore une fois, on enchaîne sur pas mal de gros combats spectaculaires. Mais tout d'abord, il y a des révélations. Tobi n'est pas Madara, car Madara est revenu à la vie. En fait, Tobi, c'est Obito. Et l'enchaînement de révélations Tobi, Obito est à mourir de rire. Le flashback où il passe du côté obscur est pas foufou. Je reconnais que la page où Obito passe complètement du côté obscur est magnifique. Voilà, le mec a mis à feu et à sang l'humanité entière pour son amour de jeunesse. C'est un petit peu fort de café, monsieur. Il aurait fait quoi si elle avait largué 2 ans plus tard? Il aurait massacré le clan Chiwa? Au final, il l'a fait. En parallèle, on a Sasuke qui, dans sa quête annexe, a ramené à la vie Orochimaru, qui lui-même ramène à la vie les Hokage. Les pauvres premiers et deuxième Hokage qui sont ramenés pour la énième fois à la vie, les mecs, ils n'ont pas le repos éternel qu'il aurait dû. Ensuite, on a le droit au complot, des complots, des complots, des complots. Je le rappelle, on est toujours dans l'arc de la Grande Guerre. Les héros s'affrontent de manière non-stop depuis plus de 10 tomes. Notamment Madara qui a enchaîné les 5 Kage, Naruto et Killer Bee, Gai 8ème porte, et même son rival de toujours sans réellement souffler. Paye ton personnage sur-cheaté. Et à ça, on rajoute un enchaînement de révélations sur révélations, mais c'est pas encore fini. Parce que maintenant, on va enchaîner trahison sur trahison. Madara va trahir Obito, qui lui-même avait trahi Pain. Mais après ça, Madara va être trahi par Zetsu, sachant que chacun manipulait l'autre. Et au final de tout ça, Zetsu manipulait Madara, qui manipulait Obito, qui manipulait Pain, qui se sont trahis les uns les autres, pour invoquer la maman de Zetsu, Kaguya. Un perso introduit quelques tomes plus tôt via un flashback sur l'origine du chakra. Le tout avec un petit délire à la Adam et Ève, avec Kaguya qui a croqué le fruit du chakra et ramené ça sur Terre et donc perverti l'humanité. Et je trouve que c'est une bonne idée. Pour moi, l'histoire de Kaguya qui a croqué le fruit, c'est une bonne idée dans le lore de Naruto. Mais à aucun moment je veux voir Kaguya dans l'histoire de Naruto. Et donc, tout ça pour dire que l'arc de la Grande Guerre commençait tout doucement à cristalliser des défauts dans Naruto. Cet arc les explose. Trop long. Trop de révélations, trop de choses sorties du panier et la pire idée de Kishimoto. Naruto et Sasuke sont les réincarnations des enfants de Rikudo Sennin. Allez vous faire foutre! Naruto s'est toujours battu contre son destin, l'ordre établi, et à 3 tomes de la fin, tu nous dis « Non, lol, c'est son destin. Pardon Neji, t'es mort parce que c'était le destin de Naruto de survivre. » Kaguya est la fin du manga. On arrive maintenant au dernier tome de la série avec un arc qui est vraiment, mais vraiment horrible. L'arc de Kaguya. Comprenez-moi bien, comme je l'ai dit, sur le papier, je trouve l'arc hyper intéressant. On parle quand même d'une sorte d'équivalent à Ève, qui a croqué le fruit défendu du chakra, qui a fait s'abattre des drames sur Terre en la personne de Jubi. Mais, je dois encore le rappeler, nous sommes toujours en plein milieu de la 4e grande guerre shinobi. On est genre à 3-4 jours du début de la bataille. Et là, pour les personnages, ça fait quasiment 10 tomes non-stop qui se battent
contre plein de personnages. Ils ont enchaîné les Kage, Madara et maintenant Kaguya. Pour moi, ça aurait été une excellente idée de méchants encore plus puissants que Madara après cette guerre mondiale. Une nouvelle menace qui débarque maintenant qu'on a vaincu tout ce qui était super fort et super dangereux sur Terre. Maintenant, on va affronter des dieux. Mais non, c'est elle qui va être la conclusion de cette fameuse grande guerre ninja. Et qui était donc au passage le grand mastermind des masterminds des masterminds des masterminds. Ça fait beaucoup là, non? Parce que je le rappelle, Kaguya a Krizetsu, qui a manipulé Madara, qui a manipulé Obito, qui a manipulé Pain. Et qu'après, ils se sont tous fait trahir les uns les autres. En plus de ça, au beau milieu du combat, t'as Naruto qui sort une technique légendaire, le harem inversé. Et ça marche! Alors, sur le coup, je dois le dire, j'ai rigolé. Il y avait toujours des petits moments drôles dans Naruto, des petits moments polissons. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, dans les premiers tomes, Kakashi, il fait super peur et il sort son livre Le Paradis des Batifolages. Il fait sa technique avec les 1000 ans de souffrance, un petit peu pour dédramatiser la violence. Sauf que là, on est à quelques tomes de la fin, en plein milieu d'une grande guerre contre un ennemi d'un niveau divin. Tu ne vas pas t'amuser à gaspiller du chakra pour faire une technique où tu mets des garçons à poil pour faire saigner une idée lapide millénaire. J'en profite aussi pour faire une micro-parenthèse sur Sakura. Pendant le combat final, elle a rejoint Naruto et Sasuke, et donc reforme la fameuse équipe 7 d'origine. Et comme son maître Tsunade, elle sert surtout de soutien en soignant les gens, mais après elle sert plus à rien. Parce que Naruto et Sasuke ont hérité de pouvoirs divins. Et elle, non, elle est restée au stade de « j'ai hérité des capacités de mon mentor ». Sakura a la beau avoir hérité de tout le potentiel de Tsunade d'avoir pour moi son niveau. Le problème c'est que Naruto et Sasuke, ils ont dépassé leurs maîtres respectifs. Ils ont atteint un niveau divin. De ce fait, ils lui ont mis un tour d'avance. Et donc, elle est un petit peu là en tant que spectatrice. Et au final, pour le combat final, elle sert à rien. Dommage pour elle. Après ça, on arrive enfin au dernier tome avec le combat final entre Naruto et Sasuke qui sont des rivaux, je le rappelle. Donc ils doivent s'affronter pour le combat final qui, encore une fois, est spectaculaire, ça, je vais pas le redire, mais voilà, c'est un petit peu mettre une belle petite cerise sur un gâteau au caca. Ça fait pas un super gâteau. Et voilà, on arrive au tout dernier chapitre qui montre une nouvelle génération qui va vivre dans un monde en paix. La génération de Boruto. Alors, j'en parle vite fait parce que je pense qu'un jour, je parlerai du manga Boruto. Je trouve ça très intéressant. On revient plus sur un côté slice of life et des relations humaines, avec notamment la génération de Boruto qui n'a pas connu la guerre et qui va donc vivre dans un monde en paix. Un petit peu comme Naruto au début, car, pour rappel, dans le monde de Naruto, la dernière grande guerre ninja, c'était du temps de Kakashi enfant, bien avant la naissance de Naruto. Lui aussi a connu un monde en paix. Il a aussi connu la guerre, mais là on parle d'une époque où désormais les 5 grands villages sont plus ou moins copains. Ils n'ont plus de raison de se foutre sur la gueule. Les rancœurs passées sont du passé. Je trouve ça hyper intéressant de voir la nouvelle génération de shinobi qui va devoir évoluer dans un monde qui va avoir de moins en moins besoin d'eux. Et à côté de ça, on a la relation entre Naruto et Boruto qui va devoir jongler entre père de famille et Hokage, qui délaisse un peu trop sa famille, et ça fait écho au fait que Naruto n'a jamais eu de famille et qu'il ne sait pas comment se conduire comme un père avec ses enfants. Voilà. C'était ma longue vidéo sur Naruto, revenir un petit peu sur toute l'œuvre, j'espère que vous avez apprécié. Moi en tout cas, j'ai kiffé relire Naruto, même si vers la fin c'était un petit peu une purge, parce que la Grande Guerre c'était pas terrible quand même. Dans le fond, il y avait des bonnes choses, mais c'est vrai que quand on se détache et qu'on réfléchit un petit peu,
Il y avait beaucoup de conneries, c'était peut-être un peu trop long, mais dans l'ensemble, Naruto, j'ai kiffé. Pour moi, Naruto, ça fait partie de ces séries qui m'ont vu grandir, un petit peu comme One Piece. J'ai dû commencer les 2 mangas, je devais avoir 10 ans. Quand Naruto s'est terminé, j'avais déjà passé mon bac. Et One Piece est toujours pas terminé alors que j'approche des 30 ans. C'est même une série qui m'a fait découvrir le côté obscur de la force. Les scantrades. Ben ouais, quand tous tes potes te parlaient de choses que t'avais pas encore lues alors que t'étais à jour dans la publication française, tu te dis mais de quoi il me parle, Akatsuki, je connais pas moi, j'en suis au tome 26. Et donc oui, j'ai pu découvrir un petit peu ce côté publication japonaise, le fait que ça sortait toutes les semaines au Japon et pas tous les 2 mois en France. Voilà, dans l'ensemble, Naruto, j'en garde quand même un bon souvenir, un petit peu amer sur la fin, mais dans l'ensemble, c'est un manga que j'aime beaucoup, même si je préfère One Piece. Fabuleux. Voilà, maintenant, on rentre. Non. Alors ça, c'est hors de question. Déjà que tu as explosé tout un secteur du mangaverse et tout le monde pense que c'est Bibi, maintenant que tu es là devant moi, je t'attrape et je te ramène avec moi. Maintenant, on va se battre. Se battre. Vraiment, se battre. T'en veux encore? Aujourd'hui, c'est journée claque ouverte. Non, c'est bon. Ça va? Je t'ai connu plus en forme, là t'es tout pâle, on dirait du violet. J'arrive à ma DLC. DLC? Date limite de critique. Le professeur Kira a été très malin. Il m'a conçu avec une durée de vie de 1 an. Maintenant que j'ai vécu, je vais disparaître.